C'est maintenant le temps de positionner les composants sur la plaquette de circuit imprimé de notre charge fictive. Qu'est-ce qu'on a sur cette plaquette Hewlett Packard? Eh bien, je vous le donne en mille. Le condensateur électrolytique. Bidouilleur, salut! La vidéo partie 15 du projet de charge fictive en courant continu montrait la saisie du schéma électrique assisté par ordinateur, ainsi que l'association des empreintes physiques à chaque composant. Ces étapes étant complétées, il s'agit maintenant d'importer la netlist de notre circuit dans le logiciel de création de plaquettes et de faire un positionnement stratégique de chaque pièce. Allons donc voir en quoi ça consiste. Lançons donc l'outil de création de plaquettes. Voilà. La première étape consiste à configurer les couches qu'on va utiliser durant la conception. On conçoit ici une plaquette à deux faces. On garde donc front cuivre et back cuivre, donc les couches de cuivre au-dessus et en dessous de la plaquette. On n'aura pas besoin des couches d'adhésif et de pâte de soudure, ces couches étant utilisées en montage en surface. On peut garder les couches restantes pour le moment. L'étape suivante consiste à importer la netlist dans l'outil. On fait cela ici. C'est fait. Gardez un œil sur les messages de progression de cette fenêtre. Ils vous indiqueront les problèmes rencontrés lors de l'importation, comme par exemple une absence d'empreinte pour un composant ou l'impossibilité de faire correspondre les numéros de broche du schéma électrique à ceux des empreintes. Ce genre de problème se présente presque à tout coup. En présence de ce genre d'erreur, vous retournerez au schéma ou à l'outil d'association composant-empreinte, corrigerez les problèmes, régénérerez la netlist et l'importerez à nouveau dans l'outil de plaquette. Bon. Lorsque l'importation de netlist est complétée avec succès, vous obtiendrez toutes les empreintes empilées comme ça, les unes sur les autres. On veut maintenant les étendre sur la surface de la plaquette pour pouvoir mieux les reconnaître. Mais il faut d'abord créer un périmètre temporaire de notre plaquette. On le fera volontairement grand. On choisit la couche Edge Cuts, celle-ci, et donc les coupes de bordure de plaquette. On tracera le périmètre comme ceci. Voilà. Notez que vous pourriez plutôt choisir de tracer un périmètre de plaquette correspondant aux dimensions précises, logeant dans un boîtier déjà préchoisi. Maintenant, on va étaler les composants. Il existe une commande pour faire cela. On active d'abord le bouton Mode Module. L'outil nomme les empreintes des modules. On clique ensuite avec notre bouton de droite sur la pile de pièces et on choisit Global Move and Place. Déplace tous les modules. Oui, je sais, ce n'est pas très intuitif, mais c'est comme ça. Voilà, les pièces sont étalées plutôt arbitrairement cependant. Mais au moins, on peut les voir individuellement. Déplaçons-les dans le périmètre de notre plaquette. C'est fait. On voit aussi le chevelu, ces lignes qui interconnectent les broches. Le chevelu montre les connexions électriques à compléter, telles que fournies par la netlist. Le chevelu est notre meilleur ami car il nous permettra de positionner les composants de façon à minimiser le croisement des pistes de cuivre. OK. Maintenant, on déplace les composants un à un et on les positionne de façon relative l'un par rapport aux autres, en fonction du chevelu et de notre connaissance du circuit de la charge fictive. On va mettre le microcontrôleur au centre. On va placer la diode de puissance, la résistance de puissance et le MOSFET en bordure droite de la plaquette, compte tenu que les deux derniers seront montés sur un gros dissipateur de chaleur.
Déjà, j'oriente les pièces pour minimiser le croisement du chevelu et permettre leur montage sur le dissipateur. Pour le moment, je ne me soucie pas vraiment de l'espacement entre les pièces. Je comprimerai le tout plus tard. Alors, je continue cet exercice pour toutes les pièces. Je passe ce processus en accéléré pour accélérer la vidéo. Voilà, l'exercice est terminé. Bon, c'est évident que le positionnement n'est pas final, car on va probablement découvrir de meilleurs emplacements lorsqu'on comprimera le tout, ou lorsque l'on passera les pistes. Mais je crois qu'on n'est pas loin en fait de positionnement relatif. Durant le processus, on n'oublie pas de sauvegarder régulièrement, n'est-ce pas? Avant de comprimer les composants, on va positionner le MOSFET et la résistance de puissance de façon stratégique en fonction du dissipateur. Je vais les positionner à 1,5 pouces ou 38 mm environ, l'un de l'autre. Je me sers d'une cote de mesure pour faire cela. J'ajoute une cote de 1,5 pouces. J'aligne ensuite les deux composants sur la cote. Voilà. Je pourrais verrouiller les deux pièces si désiré. Maintenant, je débute le travail de compression des composants. Je vous passe ça en accéléré. On va laisser quand même de l'espace entre les pièces, beaucoup plus d'espace en fait que ce que le fabricant de plaquettes typiques a besoin pour fabriquer une telle plaquette. Il serait bon cependant de connaître à l'avance les espacements minimums exigés par votre fabricant choisi. L'autre considération d'espacement ici est pour le microcontrôleur et l'ampli opérationnel. Je veux utiliser des supports de circuits intégrés. Les supports sont habituellement aussi larges que les îlots des broches. Donc on va se laisser un espacement additionnel sur le périmètre des circuits intégrés. OK, c'est fait. En tout cas, c'est une première passe. J'ai refait un périmètre de plaquette beaucoup plus petit cette fois-ci. Ça commence à nous donner une bonne idée des dimensions de la plaquette finale. Il reste une autre action avant de compléter cette vidéo, soit d'ajouter des trous de montage. Je me suis au préalable assuré de laisser des zones sans composants aux 4 extrémités de la plaquette. Je place donc un trou venant de la librairie d'empreintes. Celui disponible est plaqué en cuivre. Moi, je veux un trou isolé, sans métallisation. Je modifie donc le trou pour le définir comme non métallisé. Ce trou a un diamètre de 120 millièmes de pouce ou 3 mm. C'est suffisant pour de petites vis, mais je pourrais changer son diamètre si désiré. Je fais le même exercice pour les 4 trous et je les aligne en rectangle par l'entremise de lignes tracées temporairement. OK, les trous sont faits. Finalement, je décide de déplacer la diode de puissance pour faire de la place pour un logo ou du texte identifiant la plaquette. Excellent! Voici ce qu'aura l'air la plaquette au niveau du positionnement des pièces. On aura vraisemblablement des modifications mineures subséquentes à faire, comme par exemple la grosseur des trous pour les connexions à la batterie. Des trous de 1 mm sont trop petits pour le calibre de fil prévu. Mais on verra ça dans la vidéo subséquente. Ça suffit pour l'instant. OK. Vous vous demandez peut-être combien de temps j'ai passé sur ce que vous avez vu dans cette vidéo. Oh, un bon 2 heures. Il faut dire que j'en suis encore au stade d'apprentissage de KiCad. J'aurais certainement coupé le temps de moitié si j'avais été totalement à l'aise avec le logiciel. Dans la prochaine vidéo, vous devinez sans doute ce qu'on va faire. On va router les pistes sur la plaquette. D'ici là, faites-moi part de vos commentaires sur Facebook ou sous cette vidéo. Merci et à la prochaine!